Et maintenant, on reçoit, elle est auteure, conférencière, formatrice. J'ai lu son livre ce week-end, un livre qui est Otage du silence. Myriam Kayser qui a écrit son histoire à elle après 27 ans de réflexion, si on peut dire, et de cheminement. Elle sacrifiée à une secte à l'âge de 2 ans. Elle a été captive durant près de 20 ans. C'est toute une histoire. C'est un gros livre quand même, très bien écrit. Elle est très visuelle dans sa façon d'écrire. Ça se lit facilement. Mais je dois dire que j'ai été touchée. La maman, en moi j'ai un côté très maternel. Alors là, souvent, je lisais ça, là, puis tu sais, la petite Myriam, là, mon Dieu, que je l'aurais pris dans mes bras, puis je me serais comme battue, là, pour la défendre de tout ça. Fait que ça a été une lecture qui a été très émotive pour moi. J'étais embarquée dedans, puis là, j'avais d'autres choses à faire, mais j'y revenais, puis c'est très touchant comme histoire. Ça peut même sembler des fois irréaliste. On se dit, mon Dieu, ça me semble, ça se peut pas. Il y a personne qui s'est réveillé là-dedans. C'est quoi l'affaire, tu sais? Alors, ça me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans les studios pour nous parler de son histoire. J'ouvre particulièrement mon cœur à l'accueillir par compassion pour tout ce qu'elle a vécu, puis aussi pour ce qu'elle a réussi à en faire, parce que, bon, quand j'ai préparé mon émission, je suis aussi allée voir son site Porteur de flambeaux, qui est les premiers produits, si on veut, qui sont sortis sur Myriam Kayser avant même de parler de l'Otage du silence, parce qu'elle en a pas parlé tout de suite de son histoire. Puis, sans qu'on connaisse son parcours, on la voit aider les gens, on la voit aider justement la personne à s'ouvrir à elle-même. Puis une fois qu'on sait tout ce qui l'a emmené à faire ça, c'est admirable. Alors, c'est un plaisir pour moi de l'accueillir. Bonjour, Myriam Kayser. Allô. C'est un plaisir pour moi. Je vais juste te demander d'avancer un petit peu plus sur le micro pour qu'on t'entende bien. Là, tu viens de faire la route, hein, parce que toi, t'es pas dans la région de Québec, là. Je pense que c'est dans Montréal. Sherbrooke. Ah, Sherbrooke. Oui. OK. Il faisait un beau soleil aujourd'hui pour venir. Alors, dis-moi, la première question que j'aurais envie de poser, c'est comment va la petite Myriam à l'intérieur de toi? La petite va bien, mais c'est sûr que c'est d'arriver à un espace plus paisible, c'est un jour après jour quand on a vécu quelque chose comme ça. Tu as décidé d'écrire cette histoire-là que tu portais. Je t'ai entendu en entrevue quand je suis allée me promener sur ton site Internet. Tu en parlais pas nécessairement. Tu parlais toujours d'un passé qui était, qui a demandé un passé, beaucoup de résilience et tout ça, mais sans qu'on sache exactement dans les détails. Et là, tu as sorti ce livre-là. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Myriam Kayser est prête à en parler? En fait, c'est un cheminement, je dirais. Je pense que avant de raconter son histoire, faut être capable de s'en dissocier. Okay. Donc, il y a une période où est-ce que, faut que tu sortes de ça, faut que tu retrouves ton jeu, faut que tu retrouves qui tu étais avant l'histoire. Donc, je pense que ça a son importance. En tout cas, chacun fait comme il le sent. Pour moi, c'est important de savoir qui j'étais. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, c'est sûr que j'avais aussi des peurs d'être identifiée à cette histoire-là. Ouais. Au fil du temps, on m'a souvent demandé, ceux qui en savaient plus, ils me disaient, tu devrais en parler, ça serait inspirant. Puis, il y avait aussi le besoin de savoir pourquoi je ferais ça. Parce que j'avais comme une crainte que ça soit juste quelque chose qui soit, comment je dirais ça, sensationnel. Un show, là. Un show. Oui, c'est ça. Puis, je voulais vraiment pas faire là-dedans. Et même si d'autres me disaient ça serait inspirant, moi, j'avais besoin de la sentir, cette inspiration-là. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par intention. Il fallait que je trouve mon intention. Je pense que le décès de ton père aussi qui a influencé là-dedans, hein, parce que c'est toute une histoire de famille, là, ton histoire. Puis, on donnera pas, évidemment, le livre est là pour être lu, mais les grandes lignes de ça, c'est toi, tes parents ont décidé de se joindre à une secte. Oui. Alors parce que tu as une grande famille, là. J'oublie le nom exactement. Je suis la 5e de 6 enfants. De 6 enfants. Oui. Donc, toi, tu as 2 ans quand ça se passe et ta famille se retrouve dans une secte. Oui. Par choix, parce que tes parents étaient en recherche de sens, de spiritualité. Oui. Et une fois arrivés dans la secte, la famille est séparée. Elle est complètement dissoute. Oui. La maman s'en va en quelque part, le papa d'un autre côté. Oui. On change de nom, on ne voit plus nos enfants. Il y a le groupe des jeunes
Hein, Mais on est tous séparés par sexe et par groupe d'âge. Donc, dans les tout premiers temps, on m'avait encore laissé avec mon petit frère, puis ma petite sœur. Je dis mon petit frère, c'est le plus jeune des garçons, qui est plus vieux que moi, là. Et mais ça a été très, très court. Ensuite, lui aussi est parti. Ouais, c'est ça. Et là, tu as grandi là-dedans. Oui. Et, tu sais, je t'entends dire, fallait que je retrouve mon jeu. Oui. Mais quand tu as 2 ans, puis tu entres dans une secte comme ça, où on t'inculque à coup, faut le dire, d'idées, puis de croyances, c'est un méchant défi de revenir à qui on est. Oui, effectivement. Effectivement, c'est peut-être un plus grand défi que si tu avais eu un autre départ, là, effectivement. Mais ton essence est. Moi, j'étais une petite fille très pétillante, j'étais loquace, j'étais curieuse et je suis toujours ça. Ouais. Tu sais, donc, oui, ça peut se faire, j'allais dire tuer, mais le mot est trop grand, ça peut se faire écraser. Mm-hmm. Mais de revenir à ça, à ce qu'on est à l'origine. Parce que tu avais quand même les traits de ta personnalité, tout petite, tu les as déjà. Oui. Dans le sens que toi, tu as besoin de questionner. Oui. Tu prends pas tout ce qu'on te dit, là. Et mais ça t'a valu plusieurs coups, là. Puis d'être la tête de turc de certains, là, dirigeants de la secte. Par rapport à une de tes petites sœurs c'est Rosalie, qui est plus docile, qui elle a fondu plus dans le moule. Tout à fait. Elle était très douce. Je voulais être comme elle. Elle voulait être comme moi. On se regardait l'une l'autre. Puis moi, je mangeais beaucoup plus de coups qu'elle. Donc, j'aurais voulu avoir cette docilité-là, puis j'y arrivais pas. Ouais. Puis elle me regardait, puis elle aurait voulu avoir la résistance que j'avais. Ouais. Donc, tu sais, on est ce qu'on est. Hein. Fait, qu'est-ce que tu peux nous dire, ou qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs de l'histoire sans enlever toutes les punches, là? Mais en fait, t'es resté dans cette secte-là, où on vous fait travailler. Juste donner une petite idée, là, on vous fait l'école sur place. Oui. Les Frères des écoles chrétiennes. Donc, on est comme en 1920, avec le style de vie de cette époque-là. C'est très dur, mais on connaît rien d'autre. Donc, on travaille tout le temps. Puis, c'est ça, c'est ardu comme style de vie. Parce que là, on vous fait, je me souviens, laver des œufs dans une caisse, là, puis le cœur vous lève, là, parce que c'est trop, ça pue. Ensuite, des gros travaux là pour des enfants là, puis ça tout petit, là, à partir même de 3-4 ans là, tu sais, ce que tu racontes dans ton livre, puis les souvenirs que tu en as, c'est le travail. C'est le travail tout le temps, puis que l'anecdote que tu racontes, c'est que il y avait des gens qui nous donnaient des gros lots d'œufs dans des grosses caisses. Et en échange, fallait laver les casseaux, mais souvent c'était avarié, donc ça sentait pas bon. Puis fallait frotter ça, mettre ça propre. Et ça, c'était, tu sais, on était une monnaie d'échange là. Ouais. Tu sais, on était, comment qu'on dit ça? C'était de la main, du travail gratuit. C'est de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre qui coûte rien, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est toute une communauté parce que là, tu sais, dans l'histoire, tu as été souvent déplacé, hein, parce que cette secte-là avait des maisons un petit peu partout. Puis, tout dépendamment de l'âge où tu te rends, parce que vu que vous êtes divisé par âge, ben on déménageait d'endroit en endroit, fait que c'était à recommencer. Puis, tu as eu beaucoup d'embûches, parce que toi, tu voulais te marier avec le bon Dieu. Ben, j'étais rodée pour ça. J'avais même pas d'autres options dans mon esprit. Je pensais pas à d'autres choses jusqu'à temps que ça devienne une option plus tard, mais ça m'effleurait pas l'esprit de devenir d'autres choses que qu'est-ce qu'on m'avait formé pour être. Tu sais, c'est quand t'as 2 ans puis que tous les jours on te répète la même chose, puis tu sais, il faut savoir qu'on n'avait pas de radio, pas de télé. Oui, c'est ça. On avait déconnecté du monde. Vous étiez dans une bulle, là. Oui, une autre planète. Ouais. Donc il y avait rien d'autre qui pouvait venir me distraire de ce qu'on rentrait dans ma tête, dans le fond. Ouais, on rentrait dans ta tête puis ce qu'on faisait de ton corps, parce que c'était très violent là, au niveau physique. Oui, plus je suis petite, plus c'est violent. Ouais, pour te casser comme faux. Oui. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a des enfants parmi vous dont les parents, j'ai comme compris qu'ils étaient comme pensionnaires là, puis les parents, eux, étaient dans la vie, et demeuraient pas là, ou ils étaient pas dans la secte, puis ils venaient les visiter. Oui. Puis, qu'à un moment donné, la DPJ est venue aussi.
Il y a eu des descentes de police. Je sais pas trop si c'était la DPJ qui était là. J'imagine. Je connaissais pas ce nom-là. Je savais pas que ça existait, donc je peux pas identifier que c'était la DPJ. Mais je sais que la police est venue, mais on se cachait. Tu sais, ils nous cherchaient puis on se cachait là. Vous étiez cachés. On était cachés. Ouais. Donc, mais on était cachés parce qu'on nous demandait de nous cacher. Ben oui. Mais si tu avais demandé aux enfants ce qu'ils voulaient, oublie ça, ça n'aurait pas été ça. Là. Puis jamais ils ont soupçonné, tu sais, les... J'en sais rien. J'étais un enfant. Je sais pas à quoi ils pensaient. Je sais pas comment c'est possible. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me questionnent là-dessus. Puis, tu sais, quand t'es un enfant puis tu sais même pas que ça existe, mais non, tu sais cette aide-là, ben tu peux pas avoir une réflexion sur ça. Mm-hmm. Puis là, ben vos parents, vous aviez droit, il y avait les séances du parloir, hein, qui étaient 2 heures. C'est 2 ou 3 fois par année, dépendamment si on était tous sur place. Là. Alors là, vous aviez droit de voir vos parents. Oui, mais c'était supervisé. On pouvait pas dire ce qu'on voulait. C'était 2 heures. On était 7-8 personnes là, qui se disputaient l'attention l'un de l'autre pendant ces 2 heures-là. Mm-hmm. Donc, ça devenait très déchirant comme situation. Ouais. Qu'est-ce qui est encore présent pour toi par rapport à cette histoire-là de ton enfance? Parce que est-ce que tu la divises parce que tu parles de 3 vies à la fin du livre? Est-ce que ça, c'est toute une vie? Ça, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Il y a eu 3 vies dans le sens où l'après-sexe, ça n'a pas été tellement plus drôle. Ouais. Tu sais, ça a été plus libre, mais pas tellement plus drôle dans le sens où j'avais une adaptation à faire à tout. Et comme j'avais pas de l'air trop niaiseuse, on va dire de même, ben les gens savaient pas. Puis je le disais pas parce que ça a été très rapide que je me suis rendu compte que le mot secte était péjoratif et que je m'aidais pas en disant ça. C'est comme si j'avais une maladie vénérienne puis que les gens avaient peur de l'attraper. Si on met dans le contexte, tu as été finalement dans la secte jusqu'à 21 ans. 21 ans. Oui. Là-dessus, tu avais essayé une première fugue à 16 ans. Oui, 3 fois, je me suis évadée. C'est ça. Fait qu'à 16 ans, t'es revenu parce que ton frère, tu t'ennuyais de ton frère qui avait quitté puis il est revenu lui aussi. Mais quand je me suis évadée, c'est parce que mon frère s'était évadé, puis c'est aussi parce que ce jour-là, tu sais, j'avais pas planifié rien. Mon frère s'était évadé pas longtemps avant. Et ce jour-là, c'était comme... Il y a eu quelque chose qui a dépassé mes limites. Et là, j'avais l'option de faire comme mon frère, mais en même temps... pas planifié, puis avec aucune idée, donc je m'évade par le bois. Puis pas de ressources, puis il faisait froid. Puis, en plein mois de décembre, on est dans un secteur de la province qui est froid. Tu sais, je suis pas habillée, je sais pas où aller, je dors dans la neige, je me mets la laine minérale, là, je mets dans une espèce d'abri où là tu te sers de la laine minérale pour te couvrir pendant la nuit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me mets en danger vraiment parce que je suis tellement innocente puis je connais rien. Puis je sais pas où aller. Donc, je suis à la merci des gens que je croise, dans le fond. Donc, c'est sûr que la sensation de danger, puis la faim, puis la peur, mais c'est sûr que tu reviens au connu. Au moins, là, tu vas dormir puis tu vas manger. Ouais. Donc, je m'évade comme ça 3 fois. Mais jusqu'à ce que ce soit la bonne. Jusqu'à temps que ça soit la bonne. Puis, tu sais, il y a eu aussi un élément qui m'a aidé à m'enfuir la dernière fois, où est-ce que là, j'ai comme eu un bon samaritain, sans trop raconter le détail du livre. Oui. Qui lui t'aide, puis là, finalement, il se passe comme 9 mois pour t'emmener à ta 2e vie. Oui, c'est comme ça que tu le vois. Oui, tout à fait. Alors, tu sors de la secte et là, tu te rends compte qu'il y a tout un univers. C'est comme si tout à coup, tu viens de te réveiller. Là. Tu sais, des fois, c'est ça, on voit dans les films, là, ils s'endorment, là, ils sont gelés, puis à un moment donné, ils se réveillent, puis là, toute la vie a continué, puis là, tout est nouveau. Mais toi, c'est ça qui t'est arrivé. Je suis née à 21 ans. Presque 22, oui. C'est là où tu as vu la télévision, tu as vu, tu as découvert tout. C'est assez... C'est le choc sur beaucoup de choses. Ouais. C'est le choc sur beaucoup de choses. C'est l'incompréhension de beaucoup de choses. Mm-hmm. Tu comprends pas comment le monde fonctionne. C'est quelque chose. Puis c'est correct aussi de l'avoir vu de cet angle-là parce que ça m'a amené des réflexions que je suis capable d'avoir aujourd'hui. Oui, comme quoi? Le bruit constant. La stimulation constante. Qu'il n'y avait pas avant, dans ta première vie. C'est ça. Puis de toute façon, même si on recule il y a quelques années, mais quand même, l'autre était complètement coupé de ça.
qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, bon, moi, j'avais aucune notion d'argent. Aucune notion d'argent. Je savais pas quoi faire quand je rentrais d'un centre d'achat. Je savais pas. Ah ouais, je pense que ton premier cadeau, ça a coûté 25 $. Là, c'était des crayons. Puis c'est là que, parce que tu avais eu un 5 $ en cadeau. Oui, là. c'est ça. Puis finalement, ça a été une petite dépense de 25. Puis là, ben, il était gentil. C'est ça qui t'a permis de pouvoir garder ce cadeau-là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pas de notion de rien. Je savais pas quoi faire. Tu sais, le marché du travail, la façon que ça fonctionne, ça faisait pas de sens pour moi. Et ça, on le voit pas dans le livre, parce que ton livre s'arrête à quand tu m'évades. Quand tu t'évades. Sinon, il y aurait eu 1000 pages. Mais ça pourrait être un deuxième bon livre. Là. Mais oui. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tes parents sont encore dans la secte, là. Fait que tu vas à qui? Tu vas voir qui? Qui t'a aidé à justement refaire ton monde à toi? Ça va être le secret d'un deuxième livre. Mais j'ai rencontré un bon Samaritain. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que je venais de Belgique. Donc, je pouvais pas comme d'autres. D'autres se sont enflés. Là, tu étais ici au Québec. C'est ça. Puis d'autres pouvaient... Est-ce que la secte était ici au Québec? Oui, c'est ça. OK. Mais d'autres auraient pu appeler leur oncle, leur tante. Oui. Moi, la famille était en Belgique. J'avais personne ici. Donc, ça, c'était aussi quelque chose qui a été une limitation pour moi, là. Ouais. Donc, ça prenait un pont. Ça prenait une bouée entre les deux. Puis tu as rencontré cette personne-là qui a pu t'aider. Parce que tu as quand même fait l'université, là. En psychologie. Après, oui. OK. Puis tu t'es mariée? Oui. Puis tu as 2 enfants? C'est ça. Fait que tu as quand même réussi. Fait que ça a été difficile, mais ça a été beau, cette période-là. Ça, c'est quelque chose que si j'écris un deuxième livre, je dis bien si, je vais pouvoir raconter à part des chocs que j'ai vécus, mais de pas savoir les normes, de pas savoir ce qui se faisait pas, ça m'a aussi aidé. Parce que je demandais des choses que les gens n'osent pas demander. J'ai fait un chemin que les gens auraient pas fait. Donc, ça m'a permis d'aller beaucoup plus rapidement pour arriver à la même place que tout le monde. Okay. Donc, de front, j'ai trouvé du travail. Je me suis adaptée à ce milieu-là. J'ai été faire des études, mais les chemins que j'ai pris, c'est invraisemblable. J'élevais ma famille en même temps. Et, tu sais, j'ai acquis tout le matériel que j'avais besoin dans un rien de temps, parce qu'il faut savoir que quand je me suis sauvée de là, j'avais pas une petite culotte, j'avais pas pas d'argent, j'avais pas une débarbouillette, j'avais rien, là. Comme on peut pas croire rien. Puis comme je savais pas, par exemple, qu'on pouvait pas demander à quelqu'un quand on allait dans un magasin, moi, je savais pas que je pouvais pas demander à quelqu'un, je peux-tu l'avoir? Tu sais, je savais pas ces choses-là, ce qui fait que je faisais des choses que personne n'osait faire, mais j'obtenais des choses que personne n'osait aussi. Oui, c'est ça. S'ils l'ont jamais demandé, ils n'ont aucune chance de l'avoir. Puis j'avais pas les peurs liées, tu sais, moi j'avais pas d'argent, mais j'étais libre, donc tout était possible. Donc, je faisais des moves que les gens me regardaient comme attends, là, tu sais. Mais ça marchait. J'avais pas de peur. Mais c'est bon. Fait que tu as... Il y a eu du positif. Ouais. Et ça, c'est ta deuxième vie. Ça, c'est une autre ce que tu appelles la deuxième vie. Okay. Oui, on va aller à une pause publicitaire pour retour. On revient à cette deuxième vie-là pour évidemment se diriger vers la troisième. Fait que là, restez là. On continue notre discussion avec Myriam Cazard. 96.9 FM, l'alternative radio. CJMD, humainement vôtre. La radio de Lévis. 96.9, intellectuellement libre. 96.9, l'alternative radio. Non, on reste lucide, c'est le cœur que ça nécessite. The Alternative Radio Station 96.9. Nouveauté chez Slam Disc, les messieurs. Du cabaret festif, gagnant du combat des bands, les messieurs présentent leur premier album réalisé par Danny Placard. Disponible maintenant partout, en magasin et en ligne. Tout a commencé par les mots qu'aucun parent ne veut entendre. Ensuite, il y a eu les aiguilles, la chimio, la perte des cheveux, les nuits blanches. Des toutous qui étaient plus juste des jouets, mais des amis d'hôpital. Puis, le moment où tous les parents fondent en larmes. La première journée d'école. La vie est plus grande que le cancer. C'est pourquoi ma fille et moi participons au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Joignez-vous à nous
et inscrivez-vous à relaispourlavie.ca. Les 25 et 26 mai prochains aura lieu la 3e édition du Salon de l'éveil au Centre des congrès de Lévis. Plusieurs personnalités publiques seront présentes, dont Nathalie Simard, Dave Morissette, Joël Legendre et bien d'autres. Joignez-vous à la centaine d'exposants déjà inscrits dans le domaine de la santé, du mieux-être et du développement personnel. Et profitez de cette opportunité pour augmenter votre visibilité auprès de milliers de visiteurs. Pour tous les détails, www.cathytropiano.com ou inscrivez le Salon de l'éveil dans votre moteur de recherche. 96.9 FM, l'alternative radio. Le Human CJMD pour la découverte de l'humain en soi. La radio de Lévis. Vous êtes à l'émission Toi et nous. On parle avec Myriam Kayser, auteure du livre Otage du silence. Alors Myriam, on a parlé de ta première vie, qui est celle que tu as vécue pendant 21 ans à la secte. Après, tu as la deuxième où tu sors. Puis là, c'est drôle parce que avec Chantal, on parlait dans la pause. Puis tu disais, tu sais, quand moi, là-bas, dans la secte, t'es habillé avec 8 épaisseurs de vêtements, tu sors puis là, tu vois les gens en bédaine nettoyer laver leur auto, la musique, les mots que tu comprends pas, il y a du bruit. Tu sais, Chantal, tu disais, c'est comme si tu arrives sur la planète Mars tout à coup, puis il faut que tu t'habitues à leur façon, à eux de vivre. C'est exactement ça. Fait que c'est ça que tu as vécu. Oui, tout à fait. Alors là, tu chemines, tu fais ta place, tu rencontres ton mari, tu as tes enfants. Est-ce qu'on raconte ça à nos enfants? Ah oui, tout de suite. Oui, parce que moi, je suis vraiment une partisane de la vérité. Puis de toute façon, quand les enfants grandissent avec une réalité, ils n'ont pas le choc de cette réalité-là. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'il n'y avait pas d'oncle, il n'y avait pas de tante, il n'y avait pas de grands-parents. Donc ça faisait partie de qu'est-ce qui était pour vivre, ces enfants-là. Parce que moi, j'ai plus de famille, là. On va juste se dire les vraies choses, là. Ouais. Puis ça demeure. Tu sais, tantôt, tu me demandais qu'est-ce que c'est qui reste. Mais ça, c'est des réalités qui demeurent. Ouais. Peu importe la vie où est-ce que tu es rendu, tu sais. Est-ce que tu as souvenir d'avoir eu une famille puis qui est brisée? Assez brisée ou t'es rendu dans une autre place? Je suis très petite, puis comme tu le constates dans le livre, j'ai des souvenirs de tout. Ouais. Donc, j'ai le souvenir qu'il n'y a plus rien. Okay. J'ai le souvenir du moment où je réalise qu'il n'y a plus rien et que ça ne reviendra jamais. Okay. Ça, c'est clair. Ça, t'as compris ça, que ça ne reviendrait jamais. Puis c'est une sensation de désespoir. Souvent, l'image que je vais donner, c'est comme si la terre s'est ouverte. J'ai tombé dans le crack. Ouais. Puis il n'y a plus personne qui sait que je suis là. C'est la sensation que je porte pendant toute ma petite enfance. Okay. Et je sais très bien que je peux pas pleurer ni crier parce que je vais être battue, mais aussi parce que personne va m'entendre. Ouais. Donc la sensation que tu n'as aucune main qui va se tendre, il n'y a pas une jupe dans laquelle tu vas aller pleurer, il n'y a rien, puis tu es très petit. Donc ça, je pense que c'est le point de départ d'une graine qui a germé en moi qui est je vais mourir ou pas et je me bats pour vivre ou pas, mais en même temps c'est à partir d'un désespoir. Ouais. C'est très parce que tu aurais pu te laisser aller puis mourir. On voit des enfants qui font ça. Mais j'ai la sensation que je peux faire ça par moment. J'ai cette sensation quand t'es jeune là? Ah oui, très 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 petite. Je regarde dans le vide, j'ai le nez sur le mur parce que je suis obligée d'être dans cette position-là. Et je voyage comme dans un espace intersidéral, puis j'écoute le silence, puis je sens que je peux me laisser mourir. D'ailleurs, j'ai été très, très malade quand on m'a séparé de mon frère. J'étais très psychosomatique, donc il y avait une grosse réaction physique, puis je sens que je peux me laisser mourir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas faite? Bonne question. Des fois, je m'en suis presque voulu à ce moment-là. De pas avoir glissé là, parce que la vie, écoute, ça a été dur, là. Ouais. On va se le dire. Ouais. Puis ça, c'est un bout où est-ce que tu vois, j'en parle, puis j'ai le trémolo dans la voix. Ouais. Parce que c'est très, très difficile pour moi de retourner dans cette petite que j'étais. J'ai beaucoup de compassion pour cette petite-là, parce que, tu sais, quand tu as eu des enfants, puis tu vois comment que c'est petit, un enfant. Ouais. Moi, j'étais très consciente de ce qui arrivait. Ça a dû être plus présent pour toi quand tu as eu des enfants. Ben, ça réveille des choses. Ouais, c'est ça. Tu sais, Boris Cyrulnik, je sais pas si tu connais, c'est une sommité mondiale dans le domaine de la résilience. Ouais. Lui, il a fait les camps de concentration, il est psychologue, psychiatre, tout ça. Puis, il disait que pour faire un drame, ça prend 2 coups. Il y a le coup comme tel, mais la réalisation de ce qui t'est arrivé. Ouais, après. Et c'est un peu aussi ce que je vis par rapport à ma famille qui est toujours dans la secte. Pour eux autres, il n'y en a pas de drame. Ils n'ont jamais eu le 2e coup.
Moi, quand j'ai eu mes enfants, puis c'est un peu Nathalie Simard ce qu'elle disait, Ouais. elle dit, c'est quand j'ai vu ma fille qui Ouais. avait l'âge où j'ai eu mes premières agressions, que c'est là où tout s'est réactivé. Mais c'est la réalisation parce que tu portes évidemment une blessure de l'abandon solide, là, toi, là, tu sais. toutes les blessures. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comment je dirais ça? Quand tu es un enfant, il y a beaucoup de gens qui disent comment tu as fait pour vivre ça. Quand tu es dedans et que tu le vis, tu le vis. Mais tu voyais Et pas autre chose. Tu voyais pas autre chose. C'est puis comme un enfant malade, il sait pas c'est quoi être en santé. c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de réalisation. Il est comme dans le bain. Il n'y a Ouais. rien d'autre. Comme le poisson, il est dans l'eau. Il n'y a C'est pas ça. d'air. Il y a juste de l'eau. Donc, Il sait pas qu'autre chose peut exister. c'est ça. Mm. Puis, tu sais, c'est aussi ça qui fait que quand les gens te demandent où est-ce que tu es allé chercher ta force, ben, tu es dedans. Il y a ceux qui sont incapables, puis il y a ceux qui sont capables, mais c'est pas tout le temps un choix. Ouais. Il y a quelque chose qui vient de... Tu vis là-dedans. Mhm. Mais quand tu sors de ça, tu vis autre chose, puis il y a un danger aussi à sortir de ça. Ouais, ouais. Tu disais que ta famille est encore dedans. Oui. Ton père était sorti. Mon père, j'ai une de mes sœurs, la plus vieille, qui est sortie, qui est en Belgique. Mon père, qui est retourné en Belgique, qui est décédé il y a un an cette semaine. Ouais. J'ai un autre de mes frères, le premier qui s'est évadé, qui est aussi sorti, mais il est resté un adepte. Lui, il est sorti vraiment parce qu'il voulait se marier. Là, c'était ça, sa motivation. Puis il est toujours un adepte, puis c'est ça. Il est très dedans. OK. Fait que donc, il pratique cette religion-là. Puis, Ouais. ouais. Puis, toi, face à tes sœurs, tu sais, comme tu parles beaucoup de ta petite Rosalie, qui est ta plus petite, est-ce que des fois, tu aurais le goût, tu sais, d'aller la chercher puis la brasser? Est-ce que tu as vécu ça, cette... tu sais, pour eux, là, maintenant que toi, tu as eu le deuxième coup, là, puis que tu sais, parce qu'elle est encore dans... C'est normal, je connais pas d'autre chose, fait que... Ben, j'ai eu longtemps ça quand je me suis évadée, longtemps, ou même Ouais. j'allais rôder autour, je voulais grimper les clôtures, je voulais les voir parce que je ne pouvais pas avoir accès à eux. Ça a été très difficile les premières années de me dire que c'était comme s'ils étaient décédés. Aujourd'hui, tu me demandes si je voudrais qu'elle sorte, puis je pense que non. OK. Puis je vais te dire simplement parce que pour moi, j'avais 21 ans. Ça a été tellement difficile de m'adapter. Ouais. Puis il y a des zones de moi qui sont pas adaptables, on va se le dire. Que elle a 49 ans. Donc c'est comme le choc. Elle avait 1 an et 3 mois. Ah oui, elle Donc, a passé vraiment... toute sa vie. Tu sais, c'est comme... T'étais pas très, très plus vieille, mais quand même... Puis tu sais, c'est tout le temps ça quand on me demande est-ce qu'on va faire un razzia dans les sectes, puis on sort tout ça, puis on ferme ça. C'est qu'on réalise pas qu'il y a des gens qui ont rien connu d'autre. C'est comme si tu sors un poisson de son aquarium, là. Et c'est comme, oui, il faut que ça arrête, puis en même temps, il y a des stratégies qu'il va falloir qu'ils soient mises en place, qui soient très empathiques à ces enfants-là, parce que c'est des victimes. Ouais. Est-ce qu'il y en a plusieurs sectes? As-tu fait ta recherche? As-tu été curieuse de savoir s'il existait d'autres choses? Tu veux dire d'autres sectes? Ouais. Ah, moi, à l'université, j'ai fait une étude là-dessus. J'ai une amie qui est une spécialiste des sectes. Oui. Mais en même temps, j'ai pas étudié les sectes. Non, non. Mais de regarder comment d'autres sectes fonctionnent, c'est une des premières choses quand tu t'évades d'une secte qui te permet de voir que c'est une secte. Parce que quand tu es dedans, tu sais pas que tu es une secte. Tu penses que toi, t'es la bonne affaire, puis c'est tout le monde qui sont... Tu sais, t'étais un arche de salut, je le dis dans le livre. Et le mot secte, pour eux, est très heurtant. Ouais. Quand on dit... Tu sais, je dis à mes frères, mais c'est une secte, votre affaire. Et je les heurte sans bon sens. Ouais. Parce que je leur mets un tag de quelque chose qui est vraiment laid, puis eux autres, tu vois pas comme ça. Mais c'est quand tu commences à voir comment d'autres gourous fonctionnent, tu vois le fonctionnement qui est toujours le même. Ouais. Que ça te réveille. Moi, ça m'a vraiment ça a frappé le poste, comme on dit. Ouais. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Mais tu sais, quelqu'un qui sort de là, tu peux pas tout lui faire gober ça du jour au lendemain. Ouais. C'est trop... C'est comme une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ouais. Puis les gens... C'est presque difficile de faire des comparaisons. C'est assez invraisemblable comme réalité. Mm. Ouais. Ton père a décidé de sortir. Oui. Pourquoi? Parce que mon père, c'était un homme humble. Il avait bien des défauts, mais c'était un homme humble. Puis il me disait toujours, si je sais mieux, je vais faire mieux. Si je sais... Si je sais mieux, je vais faire mieux. OK. Lui,
le mouvement, quand il est allé là, il pensait que c'était ça. Puis il faut se remettre dans ces années-là où il n'y avait pas toutes les options d'aujourd'hui non plus au niveau de la spiritualité. Parce que là, on parle de quelle année quand? Ben, la fin des années 60, début des années 70, tu sais. Donc, il n'y avait pas les options de spiritualité qu'il y a aujourd'hui. Mes parents, c'était vraiment des gens spirituels. C'était inné chez eux. Mais c'était le bon Dieu là qu'on prônait dans la secte, là. C'était le Jésus, Dieu, puis... Oui, c'était vraiment du judéo, du chrétien comme autrefois. C'est un catholique avant le Concile Vatican II, donc c'était vraiment les anciennes méthodes. Puis mes parents venaient de cette époque-là, donc pour eux, c'était une continuité, puis c'était pas si loin l'époque où on allait porter les enfants dans des pensionnats puis qu'ils restaient là pendant 1 an, puis les parents... Donc pour eux, au début, ils n'ont pas vu que c'était quelque chose qui était vraiment... autre chose. Ça a été très long avant que mes parents sachent comment leurs enfants étaient traités. Puis mon père, ça a été progressivement. J'ai eu des contacts avec lui dans ma dernière année là. Donc, il y a eu des échanges. Donc, il a été nous. Témoin d'une discussion téléphonique avec un des gourous. Mon père, il a su que ses garçons étaient abusés sexuellement. Donc, tranquillement, après... Ça a dû être un choc pour lui? Ça a été difficile. Puis en même temps... je sais pas, tu sais, on se voyait pas tant, je sais pas trop mais c'est sûr que mon père, lui, il se disait, si ça fonctionne pas, je serai plus là. Puis ça y a pris un courage énorme parce qu'il faut penser que quand lui, il avait connu la vie d'avant, puis il avait tout donné. Tu sais, mes parents, ils ont donné tous leurs avoirs. Il a coupé tous les ponts derrière lui, sa famille. Beaucoup de gens le détestaient pour ce qu'il avait fait parce qu'il a brisé 2 familles. Et de retourner dans sa Belgique natale avec rien devant lui, à l'âge qu'il avait, il a été très, très, très courageux malgré tout. Pour lui, ça a été plus facile de sortir? T'sais, on n'a pas essayé de le retenir comme on l'a fait avec toi. Il s'est évadé. Ah, OK, il s'est évadé carrément. Okay. On l'aurait retenu. Mon père, c'était pas un homme qui se serait laissé, comment je dirais, enfermer, parce que c'est un homme vraiment libre dans sa tête. Puis, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait une belle place dans la secte. Il avait un beau podium. Donc, on l'aurait retenu, c'est certain, parce que même après, il est venu vivre chez nous un bout de temps, puis on essayait de le revoir. Mais mon père... il a été très courageux, mais en même temps, tranquillement. Tu sais, t'es dans la secte, t'as un podium, tu sors de là, t'es un nobody. Puis c'est un peu comme mes frères, tu sais, je leur ai déjà dit... c'est comme le choc de Star Academy où ces jeunes-là qu'on met dans des positions, puis qu'après ça, ils tombent no name, on sait pas qui ils sont, fait qu'il a vécu ça, là, aussi. Ah oui. Puis tu sais, c'est ce que je dis aussi ce que j'ai dit à mes frères quand je les ai vus, c'est eux autres sont quelqu'un... c'est des hommes excessivement polyvalents, habiles de leurs mains. J'ai des frères qui ont créé qui ont inventé des choses. C'est des inventeurs. Ils sortent de là. Ils ont aucun papier. Ils ont aucun diplôme. Personne va les engager, même s'ils savent tout faire. Tu sais, tu repars de rien. Donc, tu sais, aujourd'hui, ma famille est toute dans la cinquantaine. Il y a juste ma petite sœur qui a 49 ans. Est-ce que je voudrais qu'ils sortent de là et qu'ils commencent leur vie entre 40 et 60 ans? C'est, tu sais. Donc, je m'en remets à plus grand qui sait la vie où elle sait nous conduit. Parce que je peux pas avoir ces désirs-là pour eux. Puis ta mère? Ma mère, c'était son anniversaire la semaine passée. Elle a 82 ans. La dernière fois que j'ai vu ma mère, ça fait 5 ans. Avec permission, j'aurais pu la voir depuis. C'est toujours bien compliqué. Mais ma mère, je suis même pas capable de décrire comment que son cerveau il est devenu lavé puis qu'il y a plus rien à dire. Elle a des séquelles, là. Ma mère, il y a plus rien d'autre. Il y a rien, il y a aucun échange possible. C'est tellement... Et je suis une déception totale pour elle. Totale. Donc, tu sais, ma mère, elle m'a jamais dit bonjour, elle se prend la tête dans les mains, elle se secoue la tête, pas de déception quand elle me voit. Puis maintenant que j'ai écrit le livre, ben mon frère m'a dit, tu vas faire mourir maman. Puis j'ai fait, si tu veux. Le jour où elle sera plus là, elle va peut-être être tellement proche de moi qu'on va pouvoir avoir une conversation. Tu sais, c'est pas l'objectif, je l'aime, ma mère, comme c'est là. Mais en même temps, tu sais, pour éviter de blesser ou de faire mal aux gens qu'on aime, ça a été ça qui m'a retenu aussi très longtemps. Puis je me dis, je les blesse quand même.
Puis je prive peut-être beaucoup de monde d'apprendre parce que nos partages, c'est une façon d'accroître la conscience collective. Tu sais, quand on parle de nos vieux qui sont maltraités dans les foyers, l'objectif, c'est pas de parler de choses qui sont négatives, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on traite nos enfants? Comment est-ce qu'on se ferme les yeux sur des mouvements comme ça? Puis, pour moi, à titre personnel, je vais pas dire mon champ de bataille parce que je veux plus me battre dans la vie, mais tu sais, mon inspiration, c'est d'apprendre aux gens que quand on n'est pas en soi, quand on n'est pas dans notre jeu, quand on n'est pas dans une position verticale qui sait à partir d'un espace de soi, mais notre pouvoir, c'est facile de le donner aux autres. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans des grands mouvements de spiritualité, de quête. On revient à ça. Et le danger est le même. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai cherché mon intention en arrière de ce livre-là, je me suis dit, il faut absolument qu'on apprenne du passé. Moi, c'est caricatural du pire. Mais il y a des gens aujourd'hui, on les appellera peut-être pas des gourous ou des sectes, mais on va les appeler des coachs, on va les appeler, tu sais, puis aujourd'hui, on me suit. C'est juste le terme, il y a tant de personnes qui me suivent. Ouais. Oui, c'est des façons de parler. Mais dès qu'on suit quelqu'un, lumière rouge. Ouais. Tu sais, c'est la même chose. On est dans les mêmes mouvements. Puis moi, je suis très réactive dans le domaine de la croissance. On me connaît comme quelqu'un de réactif. Puis il y a des gens qui voient pas, leur façon d'agir sont danger. Ouais. Danger. Parce que, moi, je dis tout le temps, quand est-ce qu'on sait que c'est vrai du faux, c'est quand est-ce que les gens vous renvoient à vous. Pas qu'ils savent alors que vous savez pas. Ouais. Quand est-ce qu'ils vous renvoient à vous puis qu'ils vous aident à développer ce que vous êtes. Ouais. Donc, c'est toute la même histoire qui se répète. Parce que c'est ça que tu fais comme travail. Hein? Ramener les gens à eux, ouais. Leur montrer qu'ils sont response-able, capables de répondre d'eux pour eux. Oui. Puis tu le fais, tu as un site Internet, on va donner l'adresse tout à l'heure, mais tu donnes des formations, puis tu le faisais avant la sortie du livre, là, parce que d'ailleurs, tu as un autre livre. Excusez, je l'ai ramassé. Oui, t'en as deux, mais j'en ai un ici qui est s'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. S'accompagner soi-même. Soi-même, ouais. Tu sais, là, il n'y a pas... C'est une continuité. Ouais. Comment est-ce que soi-même, on peut être avec soi? Puis je suis pas en train de dire qu'on peut pas donner la main à d'autres. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas aider d'autres parce que, tu sais, je le fais moi-même. Mais il faut que l'objectif, ça soit que les gens reviennent à eux puis qu'ils trouvent leur autorité intérieure. Est-ce que c'est ton parcours qui t'a inspiré, ça? Bien sûr. À te ramener à soi-même. On ne voit jamais que soi, n'est-ce pas? Oui. On ne reconnaît que ce que l'on est. Tu sais, je connais des gens qui vont faire des conférences sur le pardon parce qu'ils ont eu des pardons à faire. Il y en a d'autres qui ont vécu des dépressions, donc ils vont parler de toute l'expression. Et on parle toujours juste de soi dans la vie, tu sais. Puis moi, c'est un parcours que je connais de reprendre son pouvoir, de reprendre son jeu. Le mot pouvoir, il peut être mal interprété, mais de retrouver qui on est avant l'histoire, de trouver son autorité intérieure. Je reviens tout le temps à ça. Oui. On va aller à une pause publicitaire, puis au retour, j'aimerais ça qu'on aborde le pardon. Parce que tu as sûrement beaucoup de pardon à faire dans toute cette histoire-là. Hein? Donc, on restait là. Au retour, on continue avec Myriam Kazan. 96.9 FM, l'alternative radio. CJMD, la station leader en développement personnel. La radio de Lévis. CJMD. Yo, this is Oliver Spitz, Fitch Team Capitan, Lock Haven, Pennsylvania. You're now listening to CGMD 96.9 FM. Le printemps, c'est la saison des amours. Tu dois être à ton meilleur et pour ce faire, Salon Vintage Tatouage et Coiffure, c'est la place à visiter. Situé au 1996 3e rue Suite 302 à Lévis, nous offrons tout type de services pour que tu sois sur la coche. Tatouage, coiffure, esthétique, on est là pour toi. Salon Vintage Tatouage et Coiffure. 88 903 1700.
ou visite-nous sur Facebook. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Est-ce que t'es fly, toi? 96.9. La station du monde fly. Yeah, baby! Yeah! Comme ça, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans la Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien d'être prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, eux autres. La radio de Lévis. 96.9. Funky. FM. 96.9. The Alternative Radio Station. 96.9 FM, l'alternative radio. CJMD, humainement vôtre. La radio de Lévis. On est de retour à l'émission Toi et nous. Ça va vite. Déjà 11h43. On est en compagnie de Myriam Cazard, qui est l'auteur du livre Otage du silence. On parlait juste avant la pause de un de tes autres livres, qui est S'accompagner soi-même en pleine conscience. Et puis, tu viens de me donner un petit livre tout petit qui est Affranchi. Parce que c'est là, dans ce livre-là, où tu passes de la victime au jeu, là. Parce qu'il y a été, tu me disais hors d'onde, il y a été quand même un moment où je me sentais victime, puis c'est tout à fait normal après tout ce que tu avais. C'est un parcours, c'est un cheminement. On parlait de pardon. Oui. C'est un processus important pour la guérison de blessures, selon toi, ou est-ce que c'était un de tes outils? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il est fait? Comment tu te situes avec ça? Bien, c'est sûr que quand on me pose cette question-là, j'ai toujours la même réponse. Je suis un peu plate, là, mais c'est ça. C'est que je me dis tout le temps, il faut définir le mot avant d'en parler. Ouais. Parce que j'ai déjà donné des formations sur le pardon, puis je faisais tout le temps un tour de table pour demander à chacun qu'est-ce que le pardon pour chacun. OK. Et c'est pas chacun a sa définition. Tu sais, il y en a que c'est d'oublier, il y en a que c'est de faire comme si c'est pas arrivé, il y en a que c'est de prier pour, il y en a qui vont dire j'ai pardonné, mais ils se cramponnent à une peur que l'autre les réabuse parce que c'est comme si on donnait un droit à l'autre de revenir en force avec ce qui est puis ce qui peut être abusable. Puis pour moi, je vais être honnête, j'ai jamais senti que j'avais besoin de pardonner parce qu'on dirait que j'ai toujours eu la sensation que chacun avait fait du mieux qu'il savait avec ce qu'il comprenait. Ouais. Puis quand j'ai essayé de définir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi le pardon, c'était comme si c'était de passer par-dessus la limite que l'autre m'avait fait de son niveau de conscience, de son niveau de croyance, parce qu'avant la conscience, il y a la croyance, de là où il est. T'sais, puis souvent, l'exemple que je vais donner, c'est le bébé qui fait du 4 pattes, il fait le meilleur 4 pattes qu'il sait faire. Ouais. Mais il n'est pas en train de courir le marathon, il n'est pas là. Non. Puis pour moi, la croyance, puis tu sais, on sait que ce dans quoi j'ai été élevée, c'est de la grosse croyance. La croyance, c'est comme les vieux téléphones, c'est une vieille technologie, c'est limité, puis c'est quelque chose qui est exclusif. Donc, si c'est my way or no way, là, on dit ça en anglais, c'est comme, si tu fais comme moi je veux, comme je pense, tu rentres dans les mêmes cadres que moi et t'es inclus, sinon t'es jetable, t'es pas bon, tu t'en vas en enfer, on appelle ça comme tu voudras. Et ces gens-là, ben, la notion de conscience, même le mot, ils ne le comprennent pas. Ouais. Ils savent pas ce que ça veut dire. Puis, je pense que sont pas mauvais, ils ne savent pas. Tu sais, Jésus disait, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était pas sarcastique quand il disait pas c'est une gang de niaiseux. Ils savaient vraiment pas. Ils savent pas. Quand t'as pas fait ta première année, tu sais pas lire, tu le sais pas. T'es pas mauvais, tu sais pas. Donc, pour moi, le pardon, c'est de passer par-dessus le don que l'autre nous fait de ses limites. Puis, tu sais, je me dis, Dieu sait si moi j'ai mes limites. Ouais. Puis que d'autres doivent passer par-dessus le don de ces limites-là. Il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'aiment pas. Puis je me dis, quand je vais savoir mieux, je vais faire mieux aujourd'hui, c'est le maximum. Comme ton père. C'est ça. Donc, tu sais, quelque part, est-ce que j'ai pardonné? J'ai de la peine par moment. Tu sais, comme
je pense à ma famille, l'émotion est toujours là, tu sais, comme, c'est drôle parce que hier, c'était Pâques, puis moi, je connais leur routine à eux. Puis le lendemain de Pâques, c'est la journée des parloirs. Donc là, au moment où on se parle, les autres sont en parloir. Tu comprends? Moi, je suis pas là. Donc, c'est sûr que le cœur est gros, puis ça revient régulièrement, puis tout ça. Puis, tu sais, t'apprends à vivre avec ça. Puis, j'essaie de pas me cramponner. Quand ça me traverse, je le regarde, je l'observe comme si je berçais un enfant qui pleure. Je pleure avec. Je pleure avec. Parce que c'est aussi ça, hein, probablement que la petite Myriam, elle va rester écorchée. Il faut juste en prendre soin. Puis les pertes sont toujours là. Ben c'est ça. Tu peux pas changer le passé. Il est ce qu'il est. Puis veux pas, il y a des manques affectifs. Oui, puis il y a des gens qui finiraient par s'en foutre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on s'endurcit sur certaines choses à force de, tu sais, c'est comme tous les deuils. Mais en même temps, beaucoup de gens qui ont vécu des deuils savent que la perte est toujours présente. Puis on doit faire avec. Mais je pense que ce qui est le plus aidant, c'est de pas se cramponner sur nos peines, de pas les laisser prendre toute la place, de pas les laisser nous définir. Tu sais, c'est de respirer dedans puis les laisser nous traverser un peu comme on dit, hein. Tu sais, c'est comme l'ouragan qui te passe au travers de l'arbre. Tu sais, faut juste... C'est ça. Est-ce que écrire le livre Otage du silence, ça a dû être thérapeutique? Est-ce que ça t'a fait du bien ou ça a réouvert des trucs? Un peu des deux. Mais j'avais écrit la chronologie des événements des années 90 et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi c'était si important d'écrire. C'est qu'il y a énormément de choses qui ont été faites dans le silence. La plupart des choses qui sont laides, hein, on bat pas un enfant à sa place publique, on n'agresse pas quelqu'un à sa place publique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la noirceur, dans le silence. Et vu que c'est fait dans le silence, ben de mettre des mots dessus, c'est comme si on l'amène à la lumière. Et l'autre chose, c'est que pour soi, il y a beaucoup de choses que tu n'es pas capable de nommer parce que c'est fait dans le non-dit. C'est des agressions psychologiques, dans des regards, dans des façons qu'on te fait sentir. Et tant que tu n'as pas mis de mots dessus, c'est comme si il y a un malaise flou à l'intérieur de toi, puis tu sais pas si ça t'appartient ou si ça appartient à l'autre. Mais quand tu es capable de dire « c'est ça qu'on m'a fait », t'es capable de le sortir de toi et le mettre devant toi. Donc, il y a une distance et la distance est nécessaire. Donc, ça, c'est la partie thérapeutique, la première fois que tu réussis à mettre des mots sur les non-dits. Est-ce que tu as pu réconforter la petite Myriam? Parce que là, aujourd'hui, en étant adulte, en ayant vu ce qui se passe à l'extérieur, tu es en mesure de lui dire... T'avais raison, là, tu sais, de penser, d'avoir ce petit malaise-là, c'était pas correct ce qu'on te faisait. Est-ce que elle est capable de l'entendre, la petite Myriam, ou ça fait partie de, tu sais, t'as été éduquée comme ça, tu sais, fait que c'est... Mais quand tu ouvres le livre, la première page, c'est une photo de moi à 2 ans. Donc, la dernière photo qui a été prise en Belgique avant de rentrer dans la secte. Et c'est marqué au nom de l'enfant que j'ai été. Donc, oui, c'était un hommage à cette petite-là pour qui j'ai de la compassion. Puis à la petite qui est toujours... Puis quand on dit l'enfant en soi, c'est toutes les parts de soi qui n'ont pas grandi parce qu'ils ont été trop blessés. Et j'ai encore des parts... Tu sais, les gens que je côtoie, des fois, ils vont me dire, mon Dieu Seigneur, tu sais, j'ai des parts qui sont petites. Et en les accueillant, quand je me rends compte qu'ils sont petites puis contractées, ben je lui permets de grandir. Tu sais, c'est comme c'est ça le travail de. Tu sais, si on n'est pas enceinte, on n'a pas d'enfant en soi, autrement que dans les blessures, donc les parts de soi qui sont trop petits. Puis ta question c'était est-ce que je me permets c'est dans le jour après jour que je rencontre cette petite là quand elle se présente. Puis elle se présente quand j'ai des réactions d'enfants. Tu sais, c'est comme ça là. Puis tu sais les reconnaître maintenant. Des fois pas instantanément là. Mais oui. Puis, il y a d'autres fois où elle se présente. Tu sais, à un moment donné, j'ai écouté une émission sur... c'était différentes stars qui racontaient leur parcours. Puis, je me souviens de Kim Thuy qui racontait quand elle était dans les Boat People, puis qu'elle est arrivée, puis que, tu sais, elle se sentait dépaysée. Puis, j'ai été obligée de mettre la télé sur pause, puis pourtant, j'allais super bien, gros sanglot qui est monté. Et là, en mettant la télé sur pause, j'ai rentré en dedans de moi, puis j'ai fait « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, ça a pris quelques minutes, mais là, j'ai vu la petite qui s'est sentie dépaysée, qui était plus dans son pays, qui avait pas sa langue. Donc, il y a des occasions où il y a un sanglot qui monte, il y a quelque chose qui nous fait réagir, et je pense qu'il faut faire pause dans notre vie à ce moment-là pour regarder qu'est-ce qui se présente. Parce que c'est là où nos blessures
viennent en surface pour qu'on les regarde. Ben oui. Puis la guérison, c'est juste de les regarder. Ouais. Et au moment où j'ai regardé la petite que j'avais été, qui s'est sentie dépaysée, déracinée, ça a été fini, puis j'ai plus jamais pleuré cette émotion-là. Non, pas celle-là. Pas celle-là, il y en a beaucoup d'autres. C'est ça. Fait que tu dis que ça a été thérapeutique, puis en même temps satisfaisant pour toi d'écrire ce livre-là? Libérateur parce que ça m'a libérée de beaucoup de peur. Okay. J'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être étiquetée. Okay. J'avais peur, tu sais, quand tu as vécu ce que j'ai vécu, tu as été en dehors de la société. Tu as essayé de t'intégrer, tu as senti que c'était dur de t'intégrer. Et j'avais peur que les gens m'identifient comme « Ah, c'est pour ça qu'il y a de même ». Le mot « sec » me fait peur. Tu sais, l'éditeur, lui, il l'aurait écrit en gros sur le livre. Moi, c'était « Oh non ». Puis tu vois, si quelques mois plus tard, ça me dérangerait déjà plus. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en progrès. Il y a une évolution. Ouais. Donc, tu sais, tu te libères de ces peurs-là qui, dans le fond, sont dans ta tête. Là. OK. Puis par rapport à ta famille qui est en dedans, tu sais, l'écrire, est-ce que c'est... Je savais que je les blesserais. Est-ce qu'ils l'ont lu? Tu sais-tu? Il y a sûrement mon frère qui est sorti qui l'a lu, puis bon, il en a parlé parce que j'ai un autre de mes frères qui m'a juste dit des affaires vraiment pas super gentilles, mais je pense pas qu'on va leur laisser le lire parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas accès. Je pense pas qu'on va leur laisser le lire, mais on va dire toutes sortes de choses de moi, c'est clair. Et je savais que je les blesserais et ça a été très, très difficile pour moi de dépasser cette conscience-là que j'avais parce que je suis très, très famille, comme on voit dans le livre. Mais j'ai réalisé quelque chose que j'ai envie de partager aux auditeurs, si on a le temps, qui est très important. C'est que quand on fait un choix, l'objectif est pas de blesser. Mais quand on fait un choix on sent qu'on doit faire, mais qu'on sait que ça va blesser, je pense qu'il faut accepter que les autres aient de la peine. À un moment donné, j'étais seule avec cette peine-là, puis ça m'a carrément parlé clairement dedans, puis ça me dit, tu sais, la souffrance t'a fait beaucoup grandir, même si on court pas après. Et la souffrance va les faire grandir. Et si t'empêches toujours la souffrance d'être, pas parce que tu veux les faire souffrir, mais si en faisant ton chemin, t'empêches les autres de souffrir et que tu restes, tu fais pas ce que tu as à faire à cause de ça, tu les empêches d'évoluer. Et je me suis dit, la chose que je leur souhaite le plus, c'est de connaître la conscience parce que c'est beaucoup plus confortable que la croyance. Puis eux, je leur souhaite de connaître ça avant de mourir, tu sais, parce que c'est des âmes de bonne volonté, ma famille. Ben oui, c'est sûr. Myriam Kayser, c'est déjà la fin. C'est une belle conclusion. Puis c'est un beau message pour toutes sortes de personnes qui ont quelque chose à vivre autre qu'une secte. Là. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ta 3e vie. Merci. Merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir osé. Il y a plein de belles leçons. J'espère sincèrement que ça évitera d'autres petites Myriam à vivre des histoires comme ça. Oui. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ça, malgré tout ce que, tu sais, la peine peut-être à ta famille et tout ça. Puis on leur souhaite plein, plein d'amour. Puis et à toi aussi. Alors, si les gens veulent en savoir plus sur toi, www.porteurdeflambeau.com. Là-dessus, on retrouve tes livres. T'en as 4. On a un jeu de cartes. On a des certificats cadeaux. J'ai vu toutes sortes de choses. T'as un YouTube, une centaine de vidéos YouTube où on peut t'entendre. On peut t'inviter en conférence, que ce soit pour parler de ton dernier livre ou des autres formations que tu as. Alors, tous les gens peuvent te contacter vraiment via Porteur d'Espoir. Est-ce que tu as une page Facebook professionnelle? Porteur de Flambeau, excuse-moi. Même chose, Porteur de Flambeau, ma page professionnelle. Puis j'invite les gens à l'aimer parce que ma page privée est bien pleine. Puis, si on veut m'entendre, t'es à la télé, à la radio, dans les conférences. Parfait, c'est noté. Un grand, grand merci. Bon retour chez toi. Je vais mettre toutes les informations sur la page Facebook de l'émission Toi et Nous. Merci les auditeurs d'avoir été là. Gardez un petit peu de cette histoire-là en vous pour vous faire évoluer. Bye bye. Bye.